Et l'Arabie Saoudite rechigne cette fois à fermer les vannes. Une manière pour elle de contrer l'essor des hydrocarbures de schiste aux États-Unis, des hydrocarbures chers à produire, peu rentables donc, quand Riyad laisse s'effondrer le cours du baril. Une stratégie qui inquiète des pays dépendants du pétrole, comme le Venezuela. Le président Maduro dénonce depuis des semaines une politique suicidaire. J'ai ordonné au ministre de l'Énergie de réactiver les négociations avec les pays de l'OPEP et les autres producteurs de pétrole pour stopper cette guerre des prix. Qui sont les perdants et les gagnants de cet effondrement de l'or noir? Va-t-on vers un nouveau choc pétrolier? Bonsoir à tous les trois, Thomas Porcher, bonsoir, vous êtes économiste spécialiste du pétrole. Votre livre « 20 idées reçues sur l'énergie » paru en juin 2015, le livre de chevet de Guillaume Roquette, ici présent, le voici. Voilà. Selon vous, un prix du pétrole aussi bas, encore une fois 32 $ aujourd'hui, après avoir été à 30 hier, témoigne d'une mauvaise santé de l'économie mondiale. C'est un thermomètre en quelque sorte. Et avec des marchés financiers qui dévissent, vous considérez que tous les signes d'une possible crise économique sont réunis. À côté de vous, Céline Antonin, bonsoir. Vous êtes économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE. Avec la baisse du prix du pétrole, vous dites que c'est surtout la transition vers les énergies alternatives, la révolution verte donc, qui prend un coup dans l'aile durable peut-être. On va en parler avec vous. Enfin, Frédéric Ancel, bonsoir. Vous êtes géopolitologue, maître de conférence à Sciences Po Paris. Gaz naturel, la nouvelle donne. Autre livre de chevet prochainement de Guillaume Roquette. Ce livre sort aujourd'hui. Ça vous changera de Churchill. Aux éditions PUF, aux presses universitaires de France. Et vous estimez qu'il ne faut pas fantasmer sur la fin du pétrole. Loin de là. Le monde ne pourra pas s'en passer avant fort longtemps. Sachant que c'est un livre collectif. Ah bon? Que je n'ai fait que diriger. C'est vrai. Très bien. Pardon. Nos internautes, individuellement, ont plein de questions. Oui, et j'ai choisi celle-ci parce que je me la suis moi-même posée. Pourquoi un produit de plus en plus rare est-il si peu cher? Thomas Porcher, ça fait des années qu'on entend les économistes nous dire qu'il ne va plus y avoir de pétrole ou alors il va être de plus en plus cher. Ils se sont trompés? C'était des mauvaises prédictions? Oui, alors, on manque pas de pétrole. On a de plus en plus de réserves parce qu'il y a eu des pétroles non conventionnels qui sont venus sur le marché. Mais c'est vrai qu'ils sont venus sur le marché parce qu'on avait un prix du pétrole qui était extrêmement élevé et donc qui rendait ces réserves non conventionnelles ou ces énergies extrêmes rentables. Il y en a eu tellement qui ont été mis sur le marché qu'effectivement, il y a eu un petit basculement. Mais ce basculement ne s'explique pas que par l'offre de ces pétroles de schiste américains. Il s'explique par beaucoup d'autres facteurs qu'on a vus dans le reportage, notamment la baisse de la demande, le renforcement du dollar et le changement de la stratégie de l'OPEP. Mais effectivement, le prix élevé du pétrole a permis d'avoir de nouvelles réserves. Et donc, à chaque fois que le prix du pétrole augmente, vous avez des réserves qui deviennent accessibles et donc des réserves qui augmentent mécaniquement. Ça, c'est pas raréfié, en somme. Non, ça, c'est pas raréfié. Et quand les réserves augmentent, eh ben, les prix baissent. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Ils s'effondrent même, c'est notre chiffre du jour, 75%. C'est la baisse du prix du pétrole depuis le pic qu'on avait atteint en juin 2014. Et on le disait tout à l'heure, ça ne s'arrête pas, puisque depuis le début de l'année, le pétrole a perdu 20%. Même au moment de la grande crise de 2008, la grande crise financière, la baisse n'avait pas été aussi forte. Alors Frédéric Ancel, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui ne s'est jamais passé dans le passé? Les Saoudiens ont mis beaucoup d'huile sur les marchés. Beaucoup. Or, l'Arabie Saoudite est l'un des tout premiers producteurs de pétrole au monde. Donc, ils ont ouvert les robinets pour proposer plus de pétrole. Ils l'ont fait sciemment. Pourquoi? Ils l'ont fait sciemment, d'abord parce qu'ils souhaitent gêner considérablement la Russie, qui exporte beaucoup de pétrole et qui est rivale sur le plan géopolitique au Moyen-Orient et en Syrie en particulier. Ensuite, ils souhaitent gêner les Iraniens, l'Iran qui remonte en puissance et qui va remonter en puissance notamment par des investissements lourds dans le secteur pétrolier, puisque l'Iran, avant la révolution de 79, était le 3e exportateur de pétrole au monde. Et puis, c'est pour rendre durablement non rentables les pétroles de schiste américains. Je considère pour ma part que les Saoudiens se trompent sur les 3 plans, mais je pense qu'on pourra y revenir tout à l'heure. Et puis, il y a une diminution de la croissance tout de même mondiale. On l'a bien vu avec la Chine, les autres BRICS aussi. Le Brésil rentre en récession. Donc tout ça contribue, me semble-t-il, en facteur explicatif, à contribuer à expliquer cette baisse des prix du brut. Céline Antonin, ce que traverse la Chine, à savoir une érosion de sa croissance, explique aussi largement cette crise? Alors, ça explique une partie de la crise, mais je dirais qu'à 60%, cette crise s'explique par des facteurs d'offres. Donc c'est quand même
même essentiellement le facteur offre, donc on a des cris, sachant que en fait, l'Arabie Saoudite était traditionnellement le gendarme de l'OPEP, c'est-à-dire qu'en 2009, par exemple, on avait eu un pétrole qui s'était effondré, qui est arrivé au niveau de $30, sauf qu'ils avaient fermé le robinet, ils avaient baissé la production d'1 million de barils, et donc le prix était mécaniquement Et là, ce qui remonté. n'est plus le cas. Et là, justement, il y a cette volonté, alors on l'a dit, de concurrencer un certain nombre de pays, et à mon avis, c'est quand même beaucoup vis-à-vis des États-Unis, parce qu'on avait vu la production américaine doubler depuis 10 ans, en fait, et donc la volonté de l'Arabie Saoudite, qui produit en fait un pétrole, enfin, le prix de production, c'est vraiment rien, alors que pour les États-Unis, ça coûte dans les $60 de produire un baril de pétrole, et donc sa volonté, c'était de maintenir ce prix en deçà des $60 pour casser les investissements américains, et donc pour permettre de garantir sa part de marché, et donc pour l'instant, on peut dire que on a vu quand même la production américaine assez bien résister jusqu'à présent, mais on commence à voir la courbe s'inverser, et là, on commence à voir effectivement que les producteurs américains souffrent. Thomas Porcher, l'Arabie Saoudite, elle explique tout ça, c'est-à-dire qu'elle dit voilà ce que je veux faire, ou bien c'est juste les prix qui baissent, parce qu'en plus pour elle, c'est pas forcément un bon choix, parce que ça veut dire moins de revenus à court terme. Oui, c'est vrai. On a été surpris quand même, parce que la stratégie de l'Arabie Saoudite et de l'OPEP, c'était d'intervenir sur le marché pour faire remonter les prix. Cette stratégie, elle l'a appliquée pendant 25 ans. D'ailleurs, à la crise de 2008, quand les prix ont chuté, ils sont intervenus 2 fois sur le marché pour les faire remonter. Et là, ils ont dit d'un seul coup, on change de stratégie. Notre but, c'est plus ça. Et donc, ils ont annoncé. Non, ils l'ont pas annoncé, mais on a bien vu qu'on s'attendait tous à ce qu'ils interviennent, parce que leur but, c'était vraiment ça, c'était de maintenir un prix élevé, de jouer plutôt le prix que la part de marché, et de faire en sorte qu'il y ait un prix élevé pour qu'on exploite d'autres réserves et pas les leurs, parce qu'eux, ils produisent par quota et donc qu'ils gagnent des parts de marché en réserve sur le long terme. Là, ils se sont dit, je pense qu'ils ont eu peur d'un développement massif au niveau mondial. Je pense qu'ils ont eu très peur, qu'ils l'avaient sous-estimé au début, et que c'est ça qui a changé. Ils ont eu peur d'un développement massif au niveau mondial des pétroles de schiste, parce que la révolution américaine... Et ils ont eu raison, parce que les Américains sont passés premiers producteurs mondiaux de pétrole. Oui, c'est vrai. Après, je ne sais pas si ça aurait pu être tenable sur le long terme. Même des études aujourd'hui américaines montrent qu'effectivement, il y avait une grosse croissance des forages, une croissance de la production, mais que ça n'allait pas durer des années, parce que le cycle de production du pétrole de schiste est beaucoup plus court que le pétrole conventionnel. C'est 5 ans, 2 ans de la production sur les 80% de la production sur les 2 premières années, et après ça décroît. Donc pour maintenir cette production, je m'excuse, pour maintenir cette production constante, il fallait forer un certain nombre de puits, des milliers tous les ans. Nadia, on parle de l'OPEP, les pays de l'OPEP qui ont des fonds souverains qui peuvent peut-être tenir le coup. On verra ça tout à l'heure à nouveau avec vous. Mais d'autres pays, Algérie, Venezuela, ça risque d'être un peu plus compliqué, Exactement. non ? Et l'Algérie, c'est l'une des principales victimes de l'effondrement du prix du pétrole. Il n'y a pas de surprise là-dedans, c'était assez prévisible, puisqu'ils sont en train de payer très chèrement une ultra-dépendance aux hydrocarbures. Le pétrole et le gaz, ça représente près de la moitié du PIB, les 2/3 des recettes fiscales et 98% des exportations. C'est donc l'économie algérienne tout entière qui est vulnérable et fragilisée. Et les pires prédictions sont en train de se réaliser avec, comme souvent, une population qui paye de sa poche. C'est aux Algériens de mettre la main à la poche pour réduire le déficit, puisque le gouvernement a mis en place toute une sorte de mesures qui affectent les citoyens. Ils ont songé, par exemple, en décembre dernier, à supprimer 1 million de postes de fonctionnaires, sachant que le pays en compte 2,5 millions. C'est ce qu'on appelle du dégraissage. Et puis, tout augmente, tout va augmenter. Le prix du carburant à la pompe, évidemment, le prix des taxis, le prix des transports publics. Et ça fait grogner les étudiants qui n'ont plus les moyens de se rendre à la fac. Les factures d'eau, les factures d'électricité vont augmenter. Plus étonnant, les communications téléphoniques vont coûter plus cher. Le prix du pain, le prix du lait, le prix du café également augmenté. Évidemment, tout ça, ça a généré des tensions, des manifestations et même des émeutes à certains endroits. Frédéric Ancel, est-ce que ça peut déstabiliser le pays socialement, politiquement, ces troubles? La réponse est oui. Non seulement l'Algérie, mais d'autres pays. Vous en avez cité quelques-uns, dont le Venezuela, le Nigeria, bien évidemment, qui souffre beaucoup. C'est ce qu'on appelle la malédiction du pétrole. Non pas que ce soit une malédiction en soi d'avoir évidemment des ressources minérales ou minières commercialisables. Alors d'une part, il ne faut pas que l'économie soit mono-exportatrice. Or, à partir de 90% d'exportation dans un même secteur, c'est une économie rentière mono-exportatrice. Donc quand le pétrole et quand le brut est très haut, en principe, ça va correctement. Et puis quand il chute, ça va plus par définition. Mais surtout, la malédiction du pétrole, c'est une malédiction de la gouvernance. Car la population n'en voit pas, comme vous l'avez très bien dit, la couleur. Nous avons à chaque fois, dans des pays d'Afrique subsaharienne, dans des pays arabes, la même malédiction, une clique au pouvoir, s'arroge l'essentiel des revenus, et pire que ça, les réinvestit à l'étranger. Autrement dit, à double titre, la population est pénalisée. Et combien de temps ils peuvent tenir comme ça, par exemple? Tout dépend de ce que vous appelez tenir. Vous savez, les explosions, ça veut tout rien dire. Il y a eu des émeutes du pain, alors qu'il y avait qu'un rapport indirect, mais il y en a eu au Maghreb, il y en a eu en Jordanie dans les années 80, et puis finalement, on a abouti 25 ans plus tard, pour des raisons pas seulement politiques, mais aussi sociales, au fameux printemps arabe. Donc je dirais que pour l'instant, l'Algérie, ça tient, mais un seul chiffre pour que nous soyons sur
donc la ligne de flottaison en quelque sorte soit atteinte, c'est-à-dire que l'équilibre du budget soit atteint, il faudrait un baril à 120. C'est pas tenable très longtemps cette situation. En fait, oui. En fait ça dépend parce que certains pays, pour équilibrer leur budget, en fait le prix du pétrole qui doit être nécessaire pour que les pays équilibrent leur budget est différent d'un pays à l'autre. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on voit bien l'achoppement en fait, au sein de l'OPEP, c'est qu'il y a vraiment des pays qui sont sur une ligne dure, type Équateur, Venezuela, Algérie, qui eux veulent vraiment une remontée des cours, et l'Arabie Saoudite qui pour l'instant se refuse finalement à fermer le robinet, et d'autres pays, y compris l'Iran qui vient d'arriver, qui inonde le marché. Et là, clairement, on se dit qu'on a vraiment une fracture au sein de l'OPEP. Et voilà, et c'est vrai qu'on est témoin finalement de ce... Je voulais juste aussi, excusez-moi, j'ajoute juste une dernière chose sur l'absence de diversification qu'il y a dans ces économies. C'est dû à une mauvaise gouvernance, et là on est tous d'accord, à de la corruption, etc. Mais ce n'est pas dû qu'à ça. L'accès au crédit de ces pays pour le développement, et notamment du FMI, est souvent relié à une condition qui est à se spécialiser dans les secteurs où ils ont un avantage comparatif. Et donc souvent on leur donne des financements pour qu'ils se spécialisent dans les produits d'exportation, du pétrole, etc. Et c'est pour ça que souvent les pays, que ce soit le Congo, l'Algérie, le Gabon, le Nigeria, ont tous des problèmes de corruption. Mais aussi, ils ont un problème aussi, c'est d'accès au crédit relié à une spécialisation qui les enferme dans le pétrole. En revanche, Céline Antonin, ça a l'air d'être moins grave pour les États-Unis, puisque les prévisions de croissance sont encore relativement optimistes. Ils ont l'air de ne pas, eux, trop souffrir de cette baisse du prix du pétrole, bien qu'étant devenus, même si ce n'est pas pour très longtemps, le premier producteur mondial. Alors si, ils commencent à en souffrir, clairement. On voit quand même une baisse donc, du nombre de forages, enfin, clairement, et on voit des producteurs qui commencent à faire faillite. Et donc, comme en réalité les banques sont exposées à ces producteurs, les banques américaines, on voit que, clairement, ça peut avoir un effet de faillite bancaire. Alors, je tiens quand même à rassurer, puisqu'on n'est quand même pas sur un ordre de grandeur comparable au subprime. Si on regarde l'exposition des banques, pour moi, on a quand même une exposition des banques au pétrole qui est plutôt de l'ordre de 2 ou 3%, alors que c'était un tiers sur l'immobilier. Donc, c'est quand même pas donc, du même ordre de moindre grandeur. risque systémique. Mais par contre, on a continué à faire des tas de choses, de la titrisation, etc. Tout ce qu'on faisait déjà à l'époque. Donc, je veux dire, il peut y avoir, en tout cas, un effet. Oui. Et sur l'économie américaine, c'est vrai que les États-Unis, pour l'instant, font peut-être un peu la politique de l'autruche, mais ça peut pas durer. Ça peut pas durer. Juste un portrait, un zoom sur quelqu'un qui est devenu riche à la vitesse d'un pet de lapin sur une toile cirée. Il s'appelle Harold Hamm. Il est américain. Il possède le plus gros gisement schisteux d'Amérique. Eh oui, mais avec l'or noir au rabais, il va avoir des problèmes. C'est le bang bang de Thibault Nolte. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Si les États-Unis sont devenus premiers producteurs de brut, c'est grâce au pétrole de schiste et à Harold Hamm, son principal promoteur. Alors, faut-il dégazer Harold Hamm? Hamm possède Continental Resources, une compagnie pétrolière américaine qui exploite le plus gros gisement schisteux des États-Unis, de la taille du Sri Lanka. Au point qu'en 2010, son ambition pour l'Amérique était de surpasser la production saoudienne. C'est fait, et ça fait mal. La nouvelle abondance pétrolière conjuguée au prix du baril à $30 pourrait provoquer un reboot de la crise des subprimes. Le JR du Nord Dakota a perdu 1 milliard depuis que le cours de sa société a plongé, en plus d'un autre milliard avalé par son divorce d'avec sa Sue-Hélène, Sue-Anne dans le cas présent. C'est moi qui ai tiré sur JR. Sue-Hélène, je t'en prie, fais pas de bêtises. Avant de semer les milliards, Hamm semait les graines. Dernier d'une famille de 13 rejetons logés dans une grange sans eau ni électricité. Il a planté du coton avant de faire pousser la compagnie pétrolière la plus agressive, florissante et indifférente aux problèmes causés par les forages. Capitaine à câble de la fracturation hydraulique, chef du lobby pétrole de schistier, Harry claironne l'avènement de l'indépendance énergétique de l'Amérique pour 100 ans. En réalité, il organise sa longue dépendance au fioul. Harry le junkie prolonge le passé, un véritable retour vers la fracture. Épatant. Merci Thibault Nolte. Une question à vous trois. Est-ce que Barack Obama a les moyens de faire remonter les prix, de faire pression sur l'Arabie Saoudite ? Dans son pays, non, parce que le secteur pétrolier, c'est une multitude de petites entreprises. Ce n'est pas une entreprise publique comme en Arabie Saoudite qu'on peut télécommander par le gouvernement. Donc dans son pays, non, l'ajustement se fait par le marché. Politiquement, non. Après, il peut faire une pression géopolitique sur des pays, mais l'Arabie Saoudite s'y est opposée. Elle a dit, je ne toucherai qu'à ma production si les autres y touchent. Donc il y a des liens peut-être